Notre histoire commence le 9 août 1963 à Newark. C'est dans cette banlieue populaire noire de New York que Whitney Houston voit le jour. Le quartier est encore secoué par la lutte pour les droits civiques et les émeutes de 1967 poussent la famille Houston à déménager. Ils s'installent dans un quartier plus paisible avec leurs 3 enfants, dans cette maison à quelques kilomètres de Newark. C'est à cette époque que le révérend Soares rencontre John et Cissy Houston, les parents de Whitney. À ce moment-là, on l'appelait Nippy. Nippy Houston était très élégante. Elle allait à l'école catholique, elle portait l'uniforme. C'était presque une petite poupée noire. Ses traits étaient parfaits. Sa peau était claire, sa diction parfaite. John Houston est un militaire à la retraite qui travaille pour la mairie. Du côté de sa mère, Whitney est une enfant de la balle. Elle est née dans une famille de chanteuses. Elle est la fille de Cissy Houston. C'est un membre des Sweet Inspirations, qui était les choristes d'Elvis Presley, qui faisait ses premières parties notamment à Las Vegas. Et puis, elle est la cousine de Dionne Warwick, donc une des superstars du rhythm and blues américain des années 60 et 70. Cissy est très croyante et très investie dans la vie de son église de toujours, celle du quartier populaire où Whitney est née, la New Hope Baptist Church. Elle y dirige la chorale dans laquelle sa fille fait ses tout premiers débuts de chanteuse. Des années bénies pour la jeune Whitney. I loved church. It was family. And it was always happy. I knew that God had given me a gift. I didn't know quite what I wanted to do with it. I basically just wanted to be a background singer. I wanted to sing with my mother. That was safe for me. You know, I was very, very shy. Il y a la vie sage de l'église et il y a la vie plus sauvage des rues de son quartier. Elle est tiraillée entre la tradition familiale, qui est donc celle de l'église, celle du gospel, celle du marché droit, et puis par la culture ambiante, c'est quand même la culture de la rue. Et donc, très rapidement dans la rue, qu'est-ce qu'il y a? Le sexe, la drogue, les tentations. Elle n'a que 14 ans quand son frère Gary lui fait goûter la cocaïne pour la première fois. À 17 ans, elle fait une rencontre qui va marquer sa vie, celle de Robin Crawford. Les 2 jeunes femmes deviennent meilleures amies, l'amitié tourne à la romance, une histoire d'amour qu'elles vivent à peine cachée. Tous ceux qui étaient proches de Whitney et Robin le savaient. Ils le voyaient. Et elle ne le cachait pas. Mais ils contrôlaient la perception du public et le message envoyé au public parce que c'était important de le faire à l'époque. Pour certains, comme sa mère très croyante, impossible d'accepter que Whitney soit homosexuelle. Au début des années 80, Whitney s'émancipe et part s'installer pour New York. Elle prend un appartement avec Robin. Sa beauté tape dans l'œil d'une agence de mannequins et elle fait quelques photos pour des magazines de mode pour ados. Ces clichés attirent l'attention des premiers professionnels de la musique. Steve Glittleman et ses 2 associés décident d'aller écouter Whitney dans le club de jazz où elle est choriste pour sa mère. Cissy would come to the show, and Whitney would do 1 song or maybe 2 songs on occasion. She would just come up and she would sing, but she would sing with her eyes closed. If you won't let me give all of me. I think she had stage fright. She had an amazing voice, but it was just like, you could tell she was scared. Les managers sont sûrs d'avoir trouvé la perle rare. Ils décident alors de faire monter les enchères entre 2 maisons de disques, Elektra Records d'un côté et Arista et son patron Clive Davis de l'autre. There got to be a point where we decided
Clive was probably the best idea and the best offer. And from that moment on, he was totally there with her. She was the priority at Arista Records from day one. Clive Davis va mettre toute son expérience au service de Whitney Houston. Clive Davis, si je veux résumer, c'est le Eddie Barclay américain. Il va repérer cette gamine et c'est lui qui va avoir cette idée artistique de l'amener sur de la pop musique. Mais il ne suffit pas d'avoir la voix, il faut encore avoir les chansons et la bonne production qui va avec. Ça, c'est le domaine de Clive Davis. Clive Davis a un objectif, conquérir le public blanc, ce qu'aucun artiste afro-américain n'a réussi à faire jusque-là. C'est cette espèce de mélange dans les années 80 qui va démarrer entre la musique black américaine et la pop musique blanche. Et ce mélange-là, Whitney, c'est la première femme à faire ça. Clive Davis ne laisse rien au hasard. Il façonne aussi la marque Whitney. Une jolie fille sage, sans aspérité, surtout pas celle d'une enfant des ghettos. Il faut aussi afficher une sexualité 100% hétéro. Whitney doit passer sous silence son histoire avec Robin Crawford. Clive Davis, qui est gay, forme, sculpte ce personnage, cette jeune femme noire, belle et pure. Et ça rajoute une couche quand t'es noir et que tu vends des CD et des tickets de concert à plein de blancs. Ils en attendent encore plus de toi. Donc, tu dois être 2 fois plus pur, 2 fois plus irréprochable, 2 fois meilleur. Tu peux pas juste être normal. Et ça a marché. Clive a réussi à la sculpter, modeler son image dans ce sens. Mais la vérité est très différente. Deux ans plus tard, la marque Whitney est prête. Février 1985, direction les plateaux télé. La jeune femme a pris confiance. How will I know? We will know. Welcome, if you will, Whitney Houston. Elle a adopté un style plus pop, nouvelle coiffure et veste à paillettes. Quant aux morceaux, ce sont juste des tubes en puissance. Clive Davis sait que les plateaux de télé ne suffisent pas pour conquérir le public. Clive Davis, il a débuté chez Columbia et donc il sait et il a appris là qu'une carrière, ça se fait sur scène. Pour Whitney, c'est le début d'une vie sur les routes. Un travail qui paie, le succès arrive même plus vite que prévu. It was shocking that we would sell 10 million albums on the first album. That was like, I mean, nobody expected. We did not expect that. C'est lors d'un concert à Los Angeles qu'Al Bowman rencontre Whitney Houston. Il vient de lancer son business de location de limousine. Il sera le chauffeur attitré de la chanteuse lorsqu'elle passe en ville. La star qu'il découvre est encore une jeune fille à peine sortie de l'adolescence. C'était quelqu'un de spirituel. Elle parlait de Dieu. Elle ponctuait ses phrases de « Oh, Alléluia, Dieu soit loué, Amen, Amen à ci, à ça ». C'était vraiment quelqu'un de positif et d'inspirant. La jeune femme, encore innocente, doit parfois affronter des situations pénibles. Le 5 avril 1986, elle est invitée dans l'émission en direct Champs-Élysées. Michel Drucker la présente à Serge Gainsbourg, un monument pour la France, un total inconnu pour elle, mais qu'elle n'oubliera jamais. Serge Gainsbourg, Gainsbar pour les intimes. A friend of mine. He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça en gros ce que tu veux lui dire. Nah, I said I want to fuck her. Oui, alors je vais vous traduire. Mais tu dois rester cool, tu dois faire profil bas, car apparemment c'est quelqu'un d'important dans ce pays. Mais voilà, elle se retrouve là et il l'a agressée. Ce que fait Serge Gainsbourg ce soir-là, en 2022, ça n'est plus acceptable. C'était Serge Gainsbourg, c'était une autre époque. On l'a tous pris avec amusement. Aujourd'hui, on n'imaginerait plus ça.
En fait, ce serait juste pas imaginable qu'un homme parle à une femme comme ça. Et tous les jours, t'en remets une couche. Car t'es une femme noire, donc tous les jours, tu dois gérer ce genre de conneries. Mais tu gardes le sourire et tu dois piloter à vue, éviter les obstacles. Pour que ça marche, elle doit avancer. Peu importe ses accros, rien n'arrête la machine Whitney. Début 1987, elle rentre en studio pour enregistrer son deuxième album. Il sort 6 mois plus tard et se classe directement numéro 1 aux États-Unis. Sous la contrainte de ce succès, MTV est obligé de la programmer. Whitney brise un premier plafond de verre. Je rappelle que dans les années 80, il n'y a pas un artiste de couleur noire qui passe sur MTV. MTV, ce sont que des clips d'artistes blancs. Le premier artiste noir qui va passer, c'est Jackson. Un des tout premiers artistes black féminins, c'est Whitney.